Si tu rentres en master de lettres cette année, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes meilleurs conseils pour réussir le master de lettres. Et oui, après vous avoir présenté des vidéos sur la licence de lettres que vous pourrez retrouver dans la playlist juste ici, je vous présente la deuxième vidéo sur le master. La première concernait mon expérience en master, les cours que j'ai pu avoir, mes ressentis et quelques mots sur le mémoire de recherche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo uniquement conseils. Quels sont mes conseils? Pas clichés. Quels sont les petits secrets que vous devez connaître pour réussir au mieux votre master de lettres. Pour moi, cette vidéo, elle va vraiment en complément de celle que je vous ai faite sur les conseils en licence de lettres. Je pense que tous les conseils sont applicables aussi pour le master, mais j'ai décidé de vous préparer une version un peu plus expert pour les experts que vous êtes et pour les experts que nous sommes. Mon tout premier conseil, et celui-là, il va être très général, et après promis on va sur des trucs un peu plus précis, c'est de bien s'entourer. Alors évidemment en licence c'est aussi très important de s'entourer, d'avoir des camarades pour échanger, d'avoir une bonne relation avec les professeurs, et en master vu que tout est plus dense, plus intense, plus compliqué, ce conseil va s'appliquer encore plus. Il est très important de discuter avec vos camarades de promo. Et au-delà de discuter, c'est aussi très important de travailler avec eux. Alors peut-être pas tous, même si bon, les promos de master sont un peu plus petites, ce qui peut permettre de plus se connaître entre nous. C'est hyper intéressant de discuter avec les autres pour parler des cours que vous avez en commun, pour s'entraider, pour s'aider, mais aussi pour parler de nos recherches respectives. Le monde de la recherche, c'est un monde qui est très solitaire, et maintenant que vous avez mis le premier pied dedans et que vous avez, c'est sûr, un mémoire à rédiger, il est grand temps de mettre sa timidité ou sa fierté de côté et d'aller discuter avec les gens, de vous intéresser vraiment à leur domaine de recherche, à leur sujet de mémoire. Pourquoi pas vous faire lire et corriger entre vous les pages que vous pouvez écrire, soit pour vos dossiers ou soit pour votre mémoire. En tout cas, c'est hyper important déjà d'une pour la motivation, de deux parce que avoir un regard extérieur sur nos propres recherches, c'est vachement cool. Et ça permet aussi de se rendre compte si on a bien compris les œuvres et les thématiques sur lesquelles on travaille. Parce que ça peut paraître clair dans notre tête, mais quand on va se mettre à l'expliquer, on va vite voir quelles sont les zones d'ombre. Les personnes peuvent aussi nous poser des questions auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et troisième chose, parce que en master de recherche, vous allez vous spécialiser dans un ou plusieurs domaines, en tout cas quelque chose d'assez réduit. C'est fait pour ça le master, c'est fait pour se spécialiser, mais il faut toujours rester ouvert et curieux. Les autres personnes travaillent sur des sujets qui sont normalement complètement différents, sur des auteurs différents, peut-être sur des siècles ou des pays différents. Ça peut toujours vous permettre d'approfondir votre culture générale, et si ensuite vous continuez dans la recherche ou dans l'enseignement, croyez-moi que ces connaissances, vous en aurez besoin. Hyper important aussi d'avoir de bonnes relations avec vos professeurs. D'abord votre directeur ou votre directrice de recherche, parce que c'est littéralement la personne qui va vous chapeauter pendant tout votre travail de mémoire. C'est hyper important d'être à l'aise, de poser des questions, de se renseigner aussi sur cette personne-là, ce qu'elle a pu écrire, ce qu'elle a pu produire, parce que si c'est votre directeur de recherche, ça veut dire que vous avez des domaines en commun. Donc ça peut être plutôt pratique d'aller lire ce qu'ont fait les personnes avant nous. Et non, c'est pas du tout une astuce de stalkeuse, bien au contraire. Ça montre juste que vous vous intéressez à ce que peut produire votre laboratoire. Normalement, le master de recherche et le laboratoire ou les laboratoires de recherche de vos universités sont quand même assez liés. Et on va avoir un conseil juste après qui va avec. Ce conseil, il est tout simple. Assister à des colloques ou à des conférences que votre fac organise. Les plannings de conférences et de colloques sont souvent disponibles sur le site de l'université ou alors le site du laboratoire, sinon vous pouvez demander à vos professeurs. Je sais que nous, on avait un volume horaire obligatoire de colloques et de conférences pour valider notre master. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Si c'est pas le cas, soyez quand même curieux. Surtout si vous comptez poursuivre en doctorat, croyez-moi que les étudiants de fin licence et les étudiants de master que les professeurs voient
à, évidemment pas tous les colocs, mais à certains colocs qui viennent, qui s'intéressent, qui posent des questions, qui prennent des notes, ça fait des bons points pour vous. C'est, je trouve, un très bon moyen de mettre un pied vraiment dans la recherche, de voir à quoi peuvent ressembler des manifestations scientifiques. Ça peut vous permettre aussi de rencontrer des gens, des chercheurs. Vous savez, le genre de chercheurs qui peuvent peut-être vous aider pour vos recherches. Troisième conseil, et là on va parler plus de l'aspect numérique. Branchez-vous Gallica, Fabula et Kern. Littéralement, ces 3 sites internet vont devenir vos meilleurs amis pendant le master de recherche. Or, pour vous expliquer, Gallica, c'est un site qui vous permet d'accéder à des scans d'œuvres littéraires qui sont pas forcément accessibles en papier, soit parce que c'est des œuvres qui sont trop vieilles, donc plus éditées, soit parce que c'est des œuvres assez uniques. On peut notamment avoir accès à des manuscrits authentiques de certains auteurs avec les annotations, etc. C'est vraiment selon moi un indispensable pour les recherches. Il y a vraiment une grande base de données, il y a beaucoup de textes qui sont disponibles. Alors évidemment, il ne faut pas que ça vous dérange de lire sur un écran. Je vais être honnête avec vous, arrivé à ce niveau-là, il peut arriver qu'on n'ait pas d'autre choix. Donc il faut se mettre à la lecture numérique, même si c'est pas forcément le plus agréable et que, tout comme moi, vous êtes un grand fan des livres papier. Ensuite, on a le site Fabula. Alors Fabula, il y a 2 choses qui sont très intéressantes pour les étudiants en master. Fabula, ça vous permet d'une part de voir les annonces pour les conférences et les colloques. Si en plus des conférences et des colloques que vous voulez faire dans votre université, vous aimeriez assister soit en visio, soit en présentiel à d'autres colloques ou conférences, vous retrouverez tous les programmes sur Fabula. On a aussi, même si c'est un peu moins développé que sur le site dont je vais vous parler après, des articles qui sont disponibles en ligne et gratuitement. Tout ce qui peut concerner la littérature et les recherches que vous faites autour. Pour tout ce qui est articles, et si vous voulez avoir une plus grosse base de données, je vous conseille Kern. Vous allez avoir un nombre incalculable d'articles sur tous les sujets possibles. Vous pouvez avoir accès à quelques articles ou quelques extraits de livres gratuitement, ou sinon vous pouvez via cette plateforme acheter soit un chapitre d'un livre pour un prix vraiment tout petit, ou il me semble que vous pouvez acheter le format numérique entier du livre. C'est hyper pratique parce que, étant donné que c'est une base de données, vous pouvez mettre les mots-clés qui correspondent à votre recherche, que ce soit pour vos cours ou alors pour votre mémoire, et ça va vous sortir beaucoup de références. Et là, je vous conseille de lire quelques extraits, de voir la structure du livre pour voir si effectivement ça peut correspondre à ce que vous cherchez. Et donc là, soit vous pouvez acheter la version numérique, ou soit vous pouvez aller voir dans votre bibliothèque universitaire si ce livre est disponible. En parlant de bibliothèque universitaire, mon prochain conseil, allez squatter à la bibliothèque universitaire. Vraiment. Alors pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait faire depuis la licence. Sauf que, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que tout le monde n'allait pas à la bibliothèque universitaire. Mais là, si vous allez en master de recherche, franchement, vous pouvez absolument plus passer à côté. Que ce soit de la documentation pour vos cours ou pour votre mémoire, la bibliothèque universitaire est faite pour vous. Avec votre carte étudiante, vous pourrez emprunter gratuitement un certain nombre de livres pour une période. Ça dépend des bibliothèques. Moi, c'est 1 mois, ce qui est déjà pas mal pour travailler, surtout qu'ensuite vous pouvez renouveler votre prêt. Enfin bref, je vais pas vous expliquer le principe d'une bibliothèque, je pense que tout le monde sait. Ce que je vous conseille donc, c'est de manière très régulière d'aller voir sur le site de la bibliothèque universitaire, faire des recherches dans le catalogue pour voir s'il y a des livres qui peuvent vous aider pour votre sujet de recherche. Je vous conseille aussi d'aller travailler régulièrement à la bibliothèque. Ça met dans une ambiance assez studieuse. Et moi qui ai eu un semestre complet seule chez moi pour écrire mon mémoire, je vous jure que parfois la motivation, fallait la chercher et la bibliothèque me donnait un sacré coup de fouet. Évidemment, si vous n'aimez pas travailler dans le silence, ce qui est un peu mon cas, le casque sur les oreilles avec de la musique, tant que c'est pas trop fort, vous devriez déranger absolument personne. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous avez des œuvres à consulter qui sont gigantesques et que vous ne pouvez pas emmener chez vous, vous pouvez les consulter sur place. C'est absolument parfait. La bibliothèque universitaire, généralement, elle propose aussi, ça c'est très important et très intéressant, des formations. Que ce soit des formations sur le monde de la recherche, sur comment est-ce qu'on fait une bibliographie, sur les ressources numériques, mais aussi sur faire son CV, sa lettre de motivation pour ensuite
trouver un emploi à la suite de ce dit master. Généralement, vous pouvez vous inscrire et les formations sont disponibles gratuitement, donc je vous conseille d'aller soit sur le site de votre bibliothèque, soit à l'accueil et de demander un petit peu le planning des formations. C'est jamais bête de se former en parallèle de ses études et c'est des choses que vous pouvez éventuellement mettre dans votre CV. Je vous conseille aussi pendant votre master de faire un stage. Si vous faites un master de recherche, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de stage obligatoire à faire car on considère que votre mémoire de recherche est un stage dans la recherche. Mais bon, en pratique, c'est plus vous et vous-même face à votre ordinateur et à votre désarroi. Si vous faites un master de recherche, je suppose que vous voulez soit continuer dans la recherche avec un doctorat ou soit faire de l'enseignement. Si vous voulez faire autre chose, faites aussi un stage dans le domaine pour voir si ça vous plaît toujours. Même si les stages sont pas obligatoires, pour moi c'est un vrai plus pour remplir encore une fois ce CV qui, ça dépend des personnes, mais parfois est un petit peu vide. Vous pouvez demander directement à votre responsable de master ou alors au secrétariat s'ils peuvent vous fournir une convention de stage, comme ça c'est encadré par l'université et vous pouvez tout à fait le faire même si c'est pas obligatoire dans votre parcours. Franchement, faites un stage, c'est hyper important pour être au clair sur ce qu'on veut faire plus tard, ne pas avoir de grosses déceptions parce que le métier qu'on rêvait de faire depuis toujours, quand on s'y retrouve, parfois ça peut être un petit peu déstabilisant et on peut se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et vu que les emplois du temps de master sont souvent très allégés, vous avez beaucoup de temps. Alors évidemment, il faut consacrer énormément de temps à votre mémoire, mais vous pouvez aussi consacrer quelques vacances ou quelques week-ends à un stage. En parlant de beaucoup de temps libre et beaucoup de travail personnel, mon prochain conseil c'est les plannings. Et pas n'importe lesquels, des rétro-plannings. C'est simple, l'organisation, si c'était pas votre fort en licence, vous allez devoir franchement vous y mettre en master parce que c'est du travail qui est quand même assez différent. Alors techniquement, vous avez 2 ans pour écrire votre mémoire de recherche. Évidemment, on ne s'y met pas 2 semaines avant. Une fois qu'on a décidé du sujet et qu'on a trouvé son directeur de recherche et que tout est au clair, il va falloir être super organisé. Vous allez donc vous faire un gigantesque rétro-planning, c'est-à-dire que vous allez mettre la date de rendu de votre mémoire et vous allez écrire chaque étape intermédiaire de la fin vers le début. Parce que oui, si vous allez dans l'autre sens et que vous dites ok là on est en septembre je vais faire ça, en octobre je vais faire ça et puis ainsi de suite, vous allez sûrement vous rendre compte que ça ne tient pas et que vous ne tiendrez jamais les délais. Parce qu'on a tendance à sous-estimer beaucoup le travail qu'il faut produire pour le mémoire ou alors on a tendance à blinder les premiers mois parce qu'on est évidemment très motivé et ensuite quand on arrive au milieu et à la fin, on est déjà cramé. Donc le but c'est de lisser le travail pendant toute l'année ou les 2 années. Vous allez par exemple écrire la deadline et écrire à J-15 il faut que j'ai envoyé le texte, donc à J-20 il faut que je l'ai corrigé par exemple, donc à J, vous avez compris, il faut que j'ai écrit telle partie, telle partie, telle partie. Et là vous remontez et vous pouvez étaler votre phase de recherche de manière efficace. Donc ça c'est grossièrement le fonctionnement pour, selon moi, bien s'organiser pour écrire son mémoire de recherche, mais vous pouvez aussi faire des petits rétro-planning au niveau du semestre parce qu'en master on a beaucoup de dossiers à rendre, des dossiers de recherche et donc vous allez faire pareil, vous allez noter la date à laquelle vous devez rendre le dossier et vous allez remonter en disant il faut que je l'ai corrigé pour telle date, tant de jours avant, telle partie décrite, telle partie, telle partie, telle partie et ensuite on arrive au tout début avec la phase de recherche et la planification de tout ce qui est lecture, phase de brainstorming, etc. En parlant du mémoire de recherche, mon autre conseil serait de bien choisir son sujet de mémoire de recherche. Alors là, je vais pas m'étaler parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mettrai juste là. Mais bref, bien choisir son sujet de mémoire de recherche, un sujet qui nous plaît, un sujet qui est bien délimité, qui est pertinent. Déjà qu'un mémoire c'est très compliqué, mais si on l'a mal calibré
dès le début ça peut rapidement devenir un enfer. Et étant donné que le mémoire de recherche, la note que vous allez obtenir pèse normalement énormément dans votre réussite en master, je pense que c'est absolument pas un exercice à négliger. Pour vous aider aussi à un petit peu visualiser à quoi peut ressembler un mémoire de recherche, quel degré d'analyse on attend, quelle mise en page, quelles normes, notes de bas de page, bibliographie, etc. Normalement, vous avez des cours spécifiques pour vous expliquer. Si les cours se passent moyen et que vous ne comprenez pas, demandez aux profs ou alors à la bibliothèque universitaire, parfois ils les entreposent là-bas, si vous pouvez lire des exemples de mémoires qui ont été faits les années d'avant. Ça peut être ultra bénéfique. Alors évidemment, parfois vous pouvez tomber sur des sujets qui ne vous intéressent pas trop et dans ce cas-là, je vous conseille de le parcourir rapidement et de regarder surtout la mise en page et la bibliographie. Mais si le sujet vous intéresse, ça peut vous donner des petites clés, des nouvelles connaissances qui est quand même assez chouette. Mes deux derniers conseils, on va parler des lectures qui sont pas obligatoires dans votre master de recherche. J'imagine, oui, que vous avez des listes longues comme le bras d'œuvres que vous devez absolument lire. On va pas parler de ça. On va parler des lectures un petit peu à côté, des lectures complémentaires que vous pouvez faire parce que selon moi c'est hyper important. Comme j'ai dit, surtout si vous vous dirigez vers l'enseignement et que vous allez passer des concours ou alors que vous allez continuer dans le milieu de la recherche, il faut absolument trouver tous les moyens possibles pour élargir votre culture, pour lire d'autres choses, plus de choses. Pour ça, je vous conseille, parce que d'expérience, on a tendance à énormément accumuler et à diversifier les lectures qu'on fait en même temps. C'est-à-dire que vous allez avoir un livre que vous allez lire pour votre mémoire, vous allez avoir je sais pas combien de livres obligatoires à lire, vous allez avoir aussi le livre que vous voulez lire pour votre plaisir, enfin bref, les lectures vont déborder. Rajouter quelque chose au milieu n'est pas forcément une très bonne idée. Or, si vous voulez approfondir votre culture générale et donc vous confronter et découvrir des classiques, puisque c'est de ça dont il est question en master de recherche, le format audio peut devenir un vrai atout. Alors je sais, il y a énormément de plateformes différentes de livres audio. Choisissez celle qui vous plaît. Moi je suis sur Spotify parce qu'avec l'abonnement pour la musique, j'ai aussi accès à des livres audio. Et faites un petit peu une liste de classiques ou d'auteurs dont vous entendez énormément parler pendant les cours, mais que vous n'avez pas le temps de lire. Branchez-vous livre audio. Et encore plus, si c'est des auteurs qui vous donnent pas forcément envie, passer par le format audio, selon moi, c'est beaucoup plus facile. C'est toujours un plus et les livres audio, je trouve ça hyper pratique. Vous pouvez en écouter dans les transports pour aller à la fac, en faisant votre ménage dans votre appart étudiant. Enfin bref, des moments où de toute façon vous êtes occupé, donc autant rentabiliser un petit peu. Donc voilà, s'il y a des livres vraiment dont on vous parle tout le temps à la fac, je sais pas moi, du Balzac, du Zola, du Victor Hugo, c'est le genre de référence qu'on se doit d'avoir quand on est étudiant en lettres, mais je peux comprendre que la lecture fastidieuse des Misérables qui fait je ne sais pas combien de pages, plus de 1000, ça peut être très compliqué. Alors le découvrir en livre audio, même si c'est quand même un très gros livre audio et que c'est des dizaines d'heures d'écoute, ça peut toujours être cool. Alors évidemment là je prends un exemple assez extrême, mais vous pouvez lire tout type de classiques. Je sais aussi que sur YouTube, vous pouvez avoir accès à des livres audio gratuitement. Souvent les titres et les auteurs très connus, vous allez forcément retrouver une œuvre d'eux. En 10e conseil, on va parler de quelque chose qui peut être aussi très pratique en ce qui concerne l'approfondissement de votre culture littéraire et vos recherches. Il s'agit des profils de siècle. Alors les profils de siècle, c'est des souvent gros livres qui sont évidemment dédiés chacun à un siècle précisément, où on va avoir un récapitulatif des auteurs les plus connus de ce siècle, des œuvres qui ont été très populaires. On a aussi des explications sur le contexte historique, le contexte politique. On a parfois aussi des citations. Ces ouvrages, c'est selon moi des bibles qu'il faut toujours avoir à portée de main, soit à la bibliothèque universitaire et que vous pouvez emprunter de temps en temps, soit en les achetant. Honnêtement, c'est le genre de truc qu'on retrouve facilement en seconde main. Moi, je sais que j'ai acheté toute une collection d'occasion et franchement ça fait hyper bien le taf. Il y a beaucoup de maisons d'édition
qui font ce genre de choses, donc choisissez celle qui vous plaît ou celle que vous trouvez. En tout cas, c'est des ouvrages qui sont quand même assez complets, qui vont vous être utiles soit pour vos dossiers ou votre mémoire de recherche, si vous vous intéressez à un siècle en particulier, ou soit pour votre culture personnelle. Alors je sais, normalement vous venez de passer 3 ans en études de lettres à étudier beaucoup de classiques, à apprendre beaucoup de choses sur l'histoire littéraire, mais on n'est pas infaillible, on peut toujours apprendre des choses supplémentaires, et selon moi c'est ce qui fait un bon étudiant de master de lettres, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va chercher en dehors des cours et qui apprend souvent de nouvelles choses. Enfin bref, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Voici mes meilleurs conseils pour réussir le master de lettres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez d'autres conseils, des petites choses cachées auxquelles j'aurais pas pensé, n'hésitez pas aussi à les laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à bientôt. Salut!